Voici un cratère typique sur la Lune. Il est là parce qu'autrefois, un astéroïde s'y est écrasé. En effet, un cratère lunaire se forme lorsqu'un astéroïde, un météoroïde ou une comète percute la surface lunaire. Et comme vous pouvez le constater, cela s'est produit très souvent. Pourtant, l'un de ces cratères s'est formé d'une manière très différente. Alors, comment est-il apparu? Revenons brièvement en arrière. Une hypothèse largement admise avance que la Lune elle-même résulte d'une collision, à l'image de ces cratères, mais d'une ampleur sans commune mesure. Cet événement remonte à environ 4,46 milliards d'années, lorsqu'une planète massive, de la taille de Mars et baptisée Theia, est entrée en collision avec la Terre. L'impact a projeté d'importants débris en orbite, lesquels se sont progressivement agglomérés pour former la Lune. Durant un certain temps, celle-ci n'était qu'une immense masse de lave. Or, du fait de sa proximité avec la Terre, la gravité terrestre la comprimait continuellement, accentuant encore sa chaleur. Finalement, la Lune s'est éloignée, s'est refroidie et a développé une croûte rocheuse. Poursuivons. Il y a environ 4,3 milliards d'années, un astéroïde de la taille d'un petit pays, comparable au Népal, bien plus grand que celui qui a provoqué l'extinction des dinosaures, a percuté la face cachée de la Lune. Il a créé un immense cratère appelé le bassin pôle Sud-Aitken. Celui-ci atteint jusqu'à 8 km de profondeur et environ 2500 km de largeur. À titre de comparaison, cela correspond à peu près à la distance entre New York et Dallas, avec une profondeur suffisante pour engloutir le mont Everest. Les scientifiques pensent ainsi que cet impact a pu extraire et disperser des matériaux anciens issus des profondeurs lunaires, un mélange nommé CRIP, regroupant le potassium, les éléments de terre rares et le phosphore. Il s'agit d'une véritable capsule chimique, datant de l'époque où la Lune était encore un océan de lave. Vous vous demandez sans doute pourquoi cette région pourrait s'avérer encore plus intéressante d'un point de vue scientifique. Jusqu'à récemment, les chercheurs pensaient que l'astéroïde était arrivé par le sud, frappant en remontant et dispersant des matériaux radioactifs, ce fameux CRAP, autour du bord nord du cratère. Cependant, des analyses plus approfondies ont révélé que l'impact provenait en réalité du nord, ce qui implique que ces matériaux précieux se sont concentrés sur le rebord sud. Or, la mission Artemis 3 de la NASA cible précisément cette région méridionale. Les chercheurs ont commencé à douter de l'ancienne théorie de l'impact venant du sud, en comparant ce cratère lunaire à d'autres du système solaire, notamment Hellas Planitia sur Mars et la plaine Spoutnik sur Pluton. Observez-les. Tous trois présentent une forme singulière de larme, ou d'avocat, large d'un côté et effilé de l'autre. Or, cette extrémité pointue indique généralement la direction d'arrivée de l'astéroïde. Dans le cas du bassin pôle Sud-Aitken, cela montre que l'impact était venu du nord et non du sud. Pour le confirmer, les chercheurs ont examiné d'anciennes données issues de la mission Lunar Prospector de la NASA, qui a orbité autour de la Lune entre 1998 et 1999. Cette sonde a mesuré la présence d'éléments radioactifs à la surface et mis en évidence de fortes concentrations de thorium, un composant essentiel du CRIP, le long du rebord sud-ouest du bassin. La mission Artemis 3 constitue aujourd'hui le grand projet de la NASA visant à ramener des humains sur la Lune pour la première fois depuis 1972. Si le calendrier est respecté, le lancement est prévu pour la mi-2027, juste après l'achèvement d'Artemis 2. Cette dernière, attendue avant avril 2026, servira de répétition générale. Les astronautes orbiteront autour de la Lune, sans atterrir, afin de vérifier le bon fonctionnement des systèmes. Artemis 3 marquera la véritable étape décisive, avec un alunissage prévu près du pôle Sud, sur l'un des 9 sites sélectionnés par l'agence spatiale. Toutefois, le calendrier demeure incertain, les missions Artemis 2 et 3 ayant déjà connu plusieurs retards. Artemis P1 a été lancé en 2022. Il s'agissait d'un vol d'essai sans équipage qui a contourné la Lune avant de revenir sans encombre. La mission suivante, Artemis 2, emmènera des astronautes plus loin dans l'espace. Viendra ensuite Artemis 3, étape majeure au cours de laquelle les astronautes devraient séjourner environ une semaine à la surface lunaire afin de mener des travaux scientifiques avant de regagner la Terre. Par la suite, Artemis 4 et V auront pour objectif de construire puis d'agrandir une nouvelle mini-station spatiale en orbite lunaire, baptisée Gateway. Il s'agit d'une sorte de halte orbitale. Les astronautes pourront s'y amarrer, y séjourner brièvement, mener des expériences et se préparer aux alunissages. La NASA développe ce projet avec le concours de l'Agence spatiale européenne, du Japon et d'autres partenaires. Les astronautes voyageront à bord du vaisseau Orion,
lancée par le Space Launch System de la NASA. Une fusée gigantesque, plus haute que la Statue de la Liberté, et suffisamment puissante pour atteindre la Lune. Pour l'alunissage, ils emploieront le Starship HLS. L'atterrisseur de SpaceX devrait acheminer les premiers équipages jusqu'à la surface lunaire, une fois sa capacité à atterrir en toute sécurité démontrée. À long terme, la NASA ne compte pas s'arrêter là. L'objectif est de la Lune jusqu'à Mars. Les enseignements d'Artemis pourraient ainsi permettre d'établir une base lunaire, puis d'envoyer des humains vers la planète rouge. Et qui sait, lorsque des humains fouleront de nouveau la Lune, peut-être parviendront-ils à élucider un autre mystère. Des lueurs, éclats ou faisceaux lumineux qui illuminent parfois notre satellite. Approfondissons cette énigme. Dans la nuit du 19 avril 1787, l'astronome William Herschel observa un phénomène étrange. Une lumière brillante apparaissant sur la partie sombre de la nouvelle Lune. Elle resta visible pendant plusieurs heures et rivalisait presque avec l'éclat de la nébuleuse d'Orion. Il s'agissait probablement de ce que l'on nomme aujourd'hui des phénomènes lunaires transitoires, ou PLT, c'est-à-dire de brefs éclairs ou changements de couleur à la surface de la Lune. Les PLT peuvent se manifester sous forme de zones lumineuses, de taches rouges ou violettes, voire de nuages diffus, apparaissant puis disparaissant rapidement. Au cours des 2 derniers millénaires, environ 3000 de ces manifestations ont été recensées, à l'aide de télescopes, de caméras ou simplement à l'œil nu. Que se passe-t-il réellement? Il n'existe pas de réponse unique. De nombreux phénomènes peuvent provoquer des PLT, allant des impacts de météores au dégagement de gaz, voire à des activités électriques. La durée de ces éclairs, variant d'une fraction de seconde à plusieurs heures, fournit aux scientifiques des indices précieux sur l'origine de chaque manifestation lumineuse. Ces éclats extrêmement brefs, durant moins d'1 minute, sont très probablement dus à l'impact de minuscules roches spatiales sur la Lune. Même un météoroïde du poids d'une boule de billard peut frapper la surface lunaire avec une force suffisante pour la faire brièvement briller. La chaleur dégagée par l'impact illumine alors les roches, avant que cette lueur ne disparaisse lors de leur refroidissement. Longtemps, les chercheurs ont soupçonné que ces éclairs provenaient d'impacts de météores, sans pouvoir le démontrer. Il a fallu attendre les années 1990, lorsque les caméras à haute vitesse sont devenues courantes en recherche lunaire, pour envisager une preuve. Même alors, la confirmation restait délicate, car ces éclairs pouvaient résulter de défauts de caméra ou de parasites électriques. La seule méthode fiable consistait à observer simultanément le même phénomène depuis plusieurs sites. Cela s'est produit pour la première fois lors de la pluie de météores des Léonides en 1999, lorsque de véritables éclairs d'impact ont été enregistrés sur la Lune. Par la suite, d'autres observations ont confirmé que notre satellite est fréquemment bombardé. Si ces éclairs semblent se concentrer dans certaines régions, comme l'Oceanus Procellarum, l'une des vastes plaines sombres lunaires, cela s'explique probablement par la localisation des instruments d'observation. Une étude publiée en 2024 a montré que les météoroïdes frappent en réalité la Lune de manière uniforme. Les éclairs durant plusieurs minutes semblent, en revanche, avoir une origine différente. Des dégagements de gaz provenant de l'intérieur même de la Lune. Des études menées en 2008 et 2009 ont montré que lorsque des gaz, tels que le radon, s'accumulent sous la surface lunaire, ils peuvent s'échapper brutalement. Quand ce gaz radioactif est libéré puis se désintègre, il émet une faible lueur observable depuis la Terre. Fait notable, ces zones lumineuses coïncident souvent avec des régions où des concentrations élevées de radon ont déjà été mesurées. Il existe enfin des phénomènes lumineux de longue durée, persistant durant des heures, semblables à la lueur observée par William Herschel en 1787. Une étude de 2012 a suggéré qu'il pourrait être lié au vent solaire, un flux de particules chargées émis par le Soleil. Lorsque ce vent frappe la poussière lunaire, il peut électriser les particules et les projeter au-dessus de la surface, formant d'immenses nuages de poussière, atteignant jusqu'à 100 km de hauteur. Ces nuages en suspension pourraient dévier ou réfléchir la lumière d'étoiles ou de planètes proches, donnant l'illusion que la Lune elle-même brille. Espérons que les missions Artemis apporteront des réponses lorsque l'exploration commencera. Oh, comme j'ai hâte!